8h30 sur LCI. L'invité ce matin, c'est Olivier Véran. Bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole du gouvernement, bien sûr, ministre chargé du renouveau démocratique également. Et vous avez une nuit plutôt courte. Vous étiez hier soir à l'Élysée avec le chef de l'État pour un dîner autour de l'avenir du projet de loi immigration. On va en parler dans le détail. Y aura-t-il forcément un texte in fine? Ça paraît pas si sûr. Si l'on en croit les sources qui nous ont raconté ce dîner, le chef de l'État envisage, en cas d'échec des discussions entre députés et sénateurs, que l'on puisse abandonner purement et simplement le projet de loi immigration. Est-ce que vous confirmez cette idée? D'abord, de quoi on parle? On parle d'une commission mixte paritaire, qui est un phénomène totalement normal. C'est la règle d'ailleurs dans un parcours législatif. Qu'il y ait eu une motion de rejet ou pas de motion de rejet. Donc on réunit 7 sénateurs, 7 députés. Personne n'a la majorité à lui tout seul. Ni nous, ni les LR, ni d'autres. Donc il va y avoir des discussions. Et on propose donc, exactement, on propose à des parlementaires de se mettre d'accord. Et donc si cette CMP n'aboutit pas à un compromis, le texte est abandonné. Mais cette CMP, d'abord, nous, on a envie qu'elle aboutisse. On a envie qu'elle aboutisse parce qu'on a besoin d'un texte pour protéger les Français. Alors ça, on va en parler longuement, c'est le scénario le plus favorable. Et vous savez quoi, on va consacrer l'essentiel de l'interview au scénario le plus favorable. Permettez-moi de considérer que cette CMP a la vocation d'abord à être favorable parce que les parlementaires en responsabilité sont conscients qu'on a besoin d'avoir des éléments législatifs pour lutter contre les nouvelles menaces terroristes. Mais donc si elle est non conclusive, s'il n'y a pas d'accord, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il n'y aurait pas eu de possibilité de s'entendre, en tout cas les parlementaires n'auraient pas réussi à faire un peu de terrain, un peu de chemin l'un vers l'autre pour arriver, encore une fois, à garder ne serait-ce qu'un socle de protection des Français contre les menaces terroristes. Le gouvernement, mais vous comprenez qu'en disant ça, je ne peux pas envisager que ça arrive. Parce que vous soyez de droite, que vous soyez de gauche, que vous soyez du centre ou autre, vous avez conscience qu'aujourd'hui, on l'a vu, quand quelqu'un de dangereux est arrivé sur le territoire national, même avant l'âge de 13 ans, qui ne respecte pas les règles de la République, qui ne respecte pas les valeurs, et qui présente un potentiel de dangerosité qui fait qu'il peut commettre un attentat, potentiellement, on n'a pas envie qu'il reste sur le territoire pour voir, on veut pouvoir l'expulser. Et ça, quel que soit votre bord politique, quand vous êtes parlementaire, vous en avez conscience, et les Français l'attendent. Donc ça veut dire, personne n'a la majorité à lui tout seul. Mais ça veut dire, ce que je suis en train de vous expliquer, Adrien Gendre, ça veut dire que c'est pas tout ou rien. Ça veut dire qu'on part d'un texte qui est un texte qui a déjà été remanié par la majorité, par les sénateurs d'opposition, etc. Et on leur dit, en fait, regardez sur quelle version du texte vous pouvez trouver un accord ensemble, au-delà des postures politiques. Et en définitive, il y a quand même un socle dans ce texte, un socle fondamental, qui est un socle qui permet de lutter contre le terrorisme. Donc ça, si vous voulez, si vous me demandez à moi, qui fais de la politique depuis 12 ans, qui sont engagés pour l'intérêt général et qui connaît mes collègues, y compris ceux qui pensent pas comme moi, et que vous me demandez s'il est possible qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur ces enjeux très forts pour mieux corriger ce qui ne fonctionne pas, mieux lutter contre l'immigration illégale, mieux encadrer l'immigration économique, je vous dirais que là vous me mettez dans un scénario qui, en mon sens, ne devrait pas exister. Ce serait celui des postures et j'ai pas envie d'y croire. Voilà. Maintenant, ce qui est clair, il y a deux choses qu'il faut tout de suite écarter et que je lis dans la presse depuis un moment, c'est qu'en un, il n'y a pas de 49-3. Ça veut dire que si les parlementaires ne se mettent pas d'accord à travers cette CMP, ou s'ils se mettent d'accord et que les assemblées rejettent l'accord, parce que ça peut aussi arriver, hélas, de la commission mixte, eh bien, il n'y aurait pas de 49-3, on prendrait acte de cela. Et la deuxième chose qui est importante, parce que je lisais qu'il y avait des projets de dissolution, etc., certainement pas, et à l'évidence, non. Voilà. Alors, vous venez de nous confirmer deux éléments très importants. Pas de 49-3 à l'Assemblée nationale et pas de projet de dissolution. Je vais m'arrêter un instant sur ce que vous venez de nous dire. Vous avez vous-même rappelé à quel point ce texte est important de votre point de vue. Je ne comprends pas la logique à dire pas de 49.3. Si ce texte est si important et que vous avez la chance d'avoir une CMP conclusive, c'est-à-dire un compromis entre députés et sénateurs, pourquoi ne pas aller au bout et dire on veut que ce compromis à tout prix soit validé et donc nous irons au 49.3 pour avoir une loi, la loi que nous souhaitons? Parce qu'Adrien Gendre, ça fait bientôt un an. Ça fait bientôt un an qu'on tend la main aux oppositions en leur disant sur ce sujet majeur pour les Français, d'ailleurs qui est populaire dans l'opinion, avec un avis favorable des Français sur ce projet de loi, ce qui n'est pas toujours la règle, ça ne vous aura pas échappé. Ça fait bientôt un an qu'on cherche la voie d'un accord. Donc nous, on considère que cet accord, il doit être trouvé. Encore une fois, on se positionne dans l'idée d'y arriver. Ensuite, si on voit que vraiment il n'y a pas de voie de passage parlementaire pour ça, eh bien, on peut chercher d'autres solutions, j'imagine, parce qu'on a besoin d'avoir des mesures pour lutter contre l'immigration illégale et pour protéger les Français. Donc, on ne veut pas se positionner, encore une fois, dans une dynamique de passage par 49.3, même si, encore une fois, la Constitution le permettrait. Mais c'est pas notre souhait. Notre souhait, c'est de dire, en fait, aux parlementaires, à un moment donné, on met 2 secondes de côté les postures. Les Français nous ont demandé, ils nous ont envoyé un message il y a 1 an et demi, ils nous ont mis en majorité relative. C'est-à-dire que personne ne peut gouverner seul. Ils ont dit,
Et les Français nous ont dit, vous devez chercher des accords. On le fait sur plus de 50 textes avec Elisabeth Borne depuis 1 an et demi. Sur un texte comme celui-ci, chacun peut comprendre qu'il y a un côté un peu totémique, notamment pour la droite, qui n'a pas envie, a priori, de donner un point à la majorité sur ce qui est peut-être son dernier marqueur politique. Mais nous, on leur dit, c'est pas une question de totem et de marqueur. Personne ne prendra le point. C'est une victoire collective que nous cherchons. Olivier Véran, quelle est la différence entre un texte comme les retraites, où vous êtes allé au 49.3, et un texte comme l'immigration, où vous dites pas de 49.3 ? Quelle est la logique ? Le texte de réforme sur les retraites, d'abord, il était annoncé dans le cadre de la campagne, c'était un grand axe de la politique économique et sociale. Et donc, il fallait aller au bout. Et parce que l'impact économique potentiel d'une non-réforme des retraites aurait été déflagrateur, on aurait une inflation plus importante, un chômage qui aurait monté plus vite, on n'aurait pas eu la note on n'aurait pas eu le maintien de la confiance du marché économique dans notre pays. Et donc, il n'y avait pas d'alternative en aucun cas à ce que nous fassions cette réforme par voie législative. Les conséquences ne sont pas pires là que la note de Standard & Poor's, par exemple, quand Gérald Darmanin, au 20h de TF1, lundi, dit « Si on n'a pas ces mesures, des drames nous attendent. Si on n'a pas ces mesures, moi je dis aux Français, nous n'aurons pas les outils pour les protéger. » Donc vous nous dites, vous pouvez, par la Constitution, utiliser le 49.3, mais vous ne le ferez pas. Donc en fait, on sera dans le scénario décrit Gérald Darmanin. Sans ces outils, des drames nous attendent. Non, je vous dis que sur ce projet de loi-là, ce projet de loi, s'il n'obtient pas une majorité de parlementaires, s'il n'y a pas un accord qui est identifié entre majorité et opposition, on ne veut pas aller à un 49.3 sur ce projet de loi. Donc ça veut dire en creux que vous pourriez représenter un nouveau projet de loi écrit différemment avec. Mais ça veut dire que je ne fais pas de politique. Enfin, ça veut dire que je ne fais pas de politique fiction. On a un objectif. Et on l'assume, mieux protéger les Français. Et ils l'attendent de notre part. Ils l'attendent du gouvernement, et ils savent que nous avons un texte qui est sur la table, et il est favorablement accueilli par l'opinion. Ils l'attendent de la part de leurs parlementaires, au-delà des postures de chacun. Donc maintenant, on n'est pas dans un jeu de rôle, quoi. C'est pas un livre dont vous êtes le héros et vous tournez la page 23, vous lancez le dé, vous faites un 49.3. C'est pas comme ça que ça marche. On dit aux parlementaires, là-dessus, c'est quelque chose dans ce texte, il y a des mesures sur lesquelles tout le monde peut être d'accord. Donc, à vous de nous dire que vous êtes capable de faire ce geste. Nous, on est capable de faire aussi un geste et d'avancer les uns vers les autres. Si se produit le scénario que vous venez de décrire, pas de CMP conclusive ou alors pas de vote à l'Assemblée qui permette de valider ces conclusions, que devient Gérald Darmanin ? Il aura échoué à porter le projet de loi immigration, il quitte le gouvernement ? Mais pardon, vous remarquez en fait que toutes les questions que vous me posez visent à savoir si on va échouer, ce qui va se passer quand on aura échoué. Moi, je ne fais pas de politique en me disant qu'on va échouer. À tel point que le gouvernement s'est fait surprendre par la motion de rejet. Mais en bataille, oui, mais enfin, il s'est fait surprendre, par une alliance. Oui, effectivement, vous avez raison. On a été surpris de voir que la quasi-totalité des députés de l'extrême droite votaient avec la quasi-totalité des députés de l'extrême gauche, votaient avec la quasi-totalité des députés, pas la quasi-totalité, mais une grosse partie des députés de partis de gouvernement qui depuis 40 ans se partagent le pouvoir à la tête de l'État et qui savent normalement être responsables. Mais gouverner, cette alliance, est-ce qu'il ne faut pas regarder la réalité politique en face ? Cette alliance n'est pas une majorité alternative. C'est pas des gens qui sont capables de gouverner ensemble, ils se détestent, ils pensent pas pareil. D'ailleurs, ils ont voté la même motion pour des raisons diamétralement opposées. Donc oui, effectivement, il y a quelque chose qui est un peu indécent à ce qui s'est passé. Et oui, donc quand c'est indécent, en général, c'est plutôt surprenant. Oui, alors faire le constat, c'est une chose, et on ne peut pas être en désaccord avec vous, ce sont des gens qui ne pensent pas la même chose, qui ont voté ensemble. Après, il y a la conclusion politique que vous en tirez. Qu'est-ce que vous faites alors que vous avez face à vous une majorité des contraires ? Vous parliez tout à l'heure de la dissolution, vous dites elle est écartée. Pourquoi écarter la dissolution par principe ? Mais pourquoi vous vouliez... D'abord, ce dont on est en train de parler, c'est-à-dire des tensions politiques autour des enjeux de l'immigration. Nous, en France, on a une focale très franco-française. Mais quand vous élargissez un petit peu le spectre, vous regardez ce qui se passe autour de nous en Europe. Ce débat, ces enjeux sur l'immigration, les risques terroristes, ils sont en train d'enflammer, à minima, d'animer toute la classe politique des pays qui nous entourent. Ça a parfois des conséquences électorales très dures, comme l'accession, par exemple, de l'extrême droite au pouvoir. On l'a vu en Italie, on le voit aux Pays-Bas, et on voit d'ailleurs ce que ça entraîne derrière. L'Italie, Madame Meloni, est aujourd'hui en train de demander l'aide de l'Europe, et c'est la France qui, sous présidence européenne, a porté une réforme profonde de l'immigration au niveau européen. On a obtenu un accord qui aujourd'hui permet à l'Italie d'être plus efficace pour lutter contre l'immigration illégale. Donc on voit que ce mouvement-là, il n'est pas que franco-français, encore une fois, il est européen. Donc vouloir tirer des conclusions politiques nationales sur un sujet qui en réalité nous dépasse le seul cadre national serait une double erreur. D'abord, ce serait concevoir qu'il y aurait mieux au bout d'une dissolution et qu'on aurait un Parlement qui serait plus gouvernable. Pour moi, ce serait aussi une erreur démocratique parce que je
je considère, je suis même convaincu que les Français, en fait, ça leur va bien qu'on n'ait pas la majorité tout seul. Ça leur va bien qu'on soit obligé de chercher des accords avec la droite, avec la gauche. Et ils voient aussi, en tout cas j'espère, on essaye de le montrer, que la plupart du temps, 90% des cas, on y arrive à trouver ces accords-là. Donc ça veut dire que ni sur le fond ni sur la forme, une mesure blast de nature dissolution serait de nature à répondre, un, aux enjeux de sécurité et deux, aux enjeux de stabilité politique. Est-ce que c'est parce que vous craignez qu'en cas de dissolution, soit le Rassemblement national, que la majorité, Jordan Bardella, très tranquillement, hier, dit qu'il est enclin à devenir Premier ministre de cohabitation en cas de dissolution, de majorité, il est prêt, il est préparé pour Matignon. Jordan Bardella, Premier ministre, on peut 2 secondes, je ne sais pas si ça fait rêver les gens, moi ça ne me fait ni rêver ni cauchemarder, je n'y crois pas. Mais on peut rêver 2 secondes de son casting gouvernemental, parce qu'on parle toujours de Monsieur Bardella et de Madame Le Pen quand on parle du RN. Mais ça veut dire qu'on met qui au gouvernement ? On met qui au gouvernement ? On met Monsieur De Fournas, ministre de la Mer, parce qu'il disait qu'il retourne en Afrique, en parlant en réponse à un député qui était d'origine nord-africaine. Ça veut dire qu'on met Monsieur Odoul, ministre de l'Agriculture, qui demandait si la corde avec laquelle un agriculteur s'était pendu était bleu, blanc, rouge. On met Monsieur Angelman, maire de Hayange, ministre des Solidarités, qui a coupé l'électricité et l'eau au secours populaire en plein hiver. On met Monsieur Rachid, ministre des Transports, parce qu'il aime bien faire des blagues sur Hitler quand il est dans des voitures allemandes. On met M. Jacobelli, ministre de l'Intérieur, parce qu'il insulte un député d'origine maghrébine de Racaille. Je peux continuer, la liste est longue. Quel est l'appareil RN qui gouvernerait aux côtés de Mme Le Pen et de M. Bardella ? Ce sont ces personnes-là. On en parle moins, ils figurent moins en haut du panier. Ministre de la Culture, tiens, M. Bocaletti, ministre de la Culture, le député du Var, qui tenait juste avant d'être député une librairie révisionniste. On peut le mettre ministre de la Culture aussi pendant qu'on y est. Vous voyez ce que je veux dire ? Cela n'est pas rationnel. Vous citez notamment des parlementaires qui ont été élus par les Français, des maires qui ont été réélus. Je respecte le fait que les gens... Je respecte l'élection démocratique des gens. Je dis juste, attention, derrière la vitrine du RN, derrière cette stratégie de notabilisation, derrière cette volonté de paraître différent, derrière les grands discours sur j'ai changé, je ne suis plus antisémite, je ne suis plus réactionnaire, je suis limite pro-européen. En fait, ils n'ont pas changé. On va mettre ministre des Affaires européennes. Vous savez qui on va mettre ? Monsieur Sanchez, le maire de Beaucaire. Il a inauguré une rue du Brexit dans sa commune. Vous voulez qu'on regarde l'impact du Brexit sur l'immigration et sur l'islamisme en Angleterre ? Donc tout ça n'est pas raisonnable. Vous continuez en plateau votre tournée des villes RN. Ben non, mais je vous dis juste, non, mais c'est, si vous voulez, je vois parfois des gens qui ne voient plus la menace en fait et qui disent c'est presque désuet de rappeler. Moi je considère que le RN ils sont inefficaces et ils sont dangereux. Donc ils sont inefficaces et nous on est en train de restaurer des services publics dans les territoires, on remet des entreprises, des industries, on recrée de l'emploi, on remet des brigades de gendarmerie là où il n'y en avait plus, 238 sur tout le territoire national. Ça c'est une politique qui est efficace, mais je rappelle aussi à côté de ça que le RN est aussi dangereux. C'est l'extrême droite et ça n'a jamais marché dans le monde et encore moins en France quand elle était au pouvoir. Est-ce que pour continuer de gouverner la France dans de bonnes conditions, dans un bon climat, il n'y a pas malgré tout des conclusions à tirer de la situation dans laquelle vous êtes, dans la situation dans laquelle la France est, les armes de référendum, de convention citoyenne que vous aviez vous-même porté, je crois, un temps sur l'immigration. Tout ça c'est oublié, c'est au placard, on n'en reparlera plus pour le quinquennat. Mais pourquoi vous dites ça ? C'est la question que je vous pose. Non, au contraire, moi j'y crois énormément. J'ai vu les référendums des conventions citoyennes. D'abord, pardon, il y a des choses qui sont moins visibles, mais qui sont très efficaces. Je pense à mon appli qu'on a lancée, Agora, que vous pouvez télécharger sur les plateformes. On en est à la 9e consultation en l'espace de 2 mois. On a plus de 100 000 téléchargements. Ça veut dire que ça fonctionne. Cette semaine, c'est la Première ministre qui a lancé une grande consultation sur l'impact de l'intelligence artificielle dans la vie des gens et dans les métiers des gens. On tient compte de ce que nous disent les gens, on revient vers eux. On en a fait des consultations sur l'Europe, sur l'énergie, sur la jeunesse, le handicap aussi en ce moment. Puis ils peuvent nous interroger avec des questions citoyennes auxquelles on répond chaque semaine. Et vous avez sur l'appli des vidéos de réponses des ministres, y compris sur des questions qui nous font pas plaisir. Donc on joue le jeu. Ensuite, vous avez les conventions. Vous avez les conventions. Mais non, pas du tout. Mais ça veut dire qu'on innove. C'est à 2 mois, pardonnez-moi, ce dont je vous parle. Vous avez les conventions citoyennes qui ont été lancées par le président. Celle sur la fin de vie qui va donner lieu à 2 grands plans sur les soins palliatifs et sur un modèle de fin de vie à la française. Vous avez les CNR, les conseils de la refondation, qui permettent de bouger dans le domaine de la santé des écoles dans tous les territoires. Le chef de l'État dit c'est un moment solennel pour la majorité sur notre capacité à gouverner. On est à un tournant du quinquennat ou on n'y est pas ? Mais on est toujours en un tournant du quinquennat. Il n'y a pas un texte de loi. Il y a des zigzags. Mais non, mais y a pas tout. Non, mais là il y a un moment de clarification, c'est certain. C'est-à-dire que les oppositions ont fait un coup. Elles ont dit extrême droite, extrême gauche. En fait, ils nous ont dit, c'est pas qu'on n'est pas d'accord avec votre texte, c'est qu'on a envie de vous faire mal. Bon, voilà, ils ont fait le coup. Maintenant que c'est fait, on est à quelques semaines de Noël et du Nouvel An. Nous, on aimerait bien que les Français puissent partir en vacances en se disant que nous disposons d'outils dans la loi
supplémentaires pour être plus efficaces pour les protéger. Alors, à commencer par le premier d'entre eux, parce que si on a bien compris, Emmanuel Macron veut une CMP, on y revient rapide, en tout cas que le texte soit adopté rapidement. Ce matin, la présidente de l'Assemblée évoquait une CMP probablement lundi ou mardi. Quel est votre souhait ? Quand cette CMP doit-elle se tenir ? C'est pas à moi de dire quel est mon souhait. Moi, je souhaite effectivement. Je pense que ça sert à rien de laisser traîner. Voilà. Je pense que ça sert à rien. Il va rien se passer si on attend 3, 4, 5 semaines entre le vote d'avant-hier et la commission mixte. Donc, on a plutôt intérêt à aller vite. Mais nous, on veut encore une fois garder l'unité de la majorité. Et c'est un truc qui est précieux. Moi, j'ai connu sous le mandat Hollande, les frondeurs, etc. Pas de ça chez nous. Il manque pas de voix chez nous. On est unis. Et ça, on veut le conserver. On veut être toujours dans cette logique du dépassement politique. Ça veut dire qu'on vienne de la gauche, qu'on vienne de la droite, on est capable de trouver un noyau, un socle commun qui s'appelle l'intérêt général et qu'on le suive. Et on veut de l'efficacité, c'est-à-dire qu'on veut des nouveaux outils dans la loi pour être plus efficace, pour protéger Donc les janvier, c'est pas une option. Une fois qu'on a dit ça, l'idée que la loi soit une fois qu'on a dit ça, non mais une fois qu'on s'est dit qu'on a quelque chose qui permet l'unité, le dépassement, l'efficacité, vous comprendrez qu'on considère que plus vite c'est fait, mieux on se porte. Janvier, ce n'est pas une option. Ben non, ce serait tard, janvier. Parce que, encore une fois, je crois que tout le monde a conscience de notre volonté de lutter plus efficacement contre l'immigration illégale. Et je pense que le moment est venu de conclure cela. Parce que ça fait bientôt 1 an qu'on en parle. Quand le chef de l'État... Ça fait 1 an que quand vous m'invitez sur les plateaux, vous me parlez de ce projet de loi. Ah oui, il y a beaucoup de sujets qui prennent beaucoup de temps, parce que parfois c'est compliqué de gouverner à majorité relative. Quand le chef de l'État merci de le reconnaître. Personne ne peut le contester. En Conseil des ministres, chacun devra prendre sa part, majorité comme opposition. Et que dans le même temps, Éric Ciotti dit, le seul texte que nous soutiendrons, c'est le texte du Sénat. Comment on fait ? Où est la voie de passage ? Qui doit bouger ? Ça veut dire que, vous savez, dans la recherche d'un compromis, c'est pas de la compromission. C'est 2 mots qui sont différents. Et le compromis, c'est très joli. Compromission, c'est pas très joli. Et nous, on veut un compromis. Donc ça veut dire qu'on veut trouver un équilibre entre les positions des uns et des autres. Mais par exemple, abandonner les régularisations, abandonner le titre de séjour, mais attention, ce serait un compromis ou de la compromission ? Il faut comprendre qu'une commission mixte, paritaire, ce sont les parlementaires qui sont en charge de trouver cet accord. C'est-à-dire que c'est pas moi, porte-parole du gouvernement, sur un plateau de télé, qui vais commencer à distiller. Donc il n'y a pas de ligne rouge les bons et les mauvais points. Je vous ai dit, notre ligne, non pas rouge, mais verte, c'est celle de l'unité, et c'est celle de l'efficacité, et c'est celle du dépassement. Mais l'unité, juste je traduis pour nos téléspectateurs, Olivier Véran, quand vous dites ça, moi je comprends, l'unité de la majorité, elle passe par le maintien du titre de séjour mettez en tension, elle passe par le maintien des mesures de régularisation dont LR ne veut pas. Ça passe aussi par le maintien de dispositifs qui ont montré leur efficacité et qui ne constituent pas des appels d'air dans l'immigration. C'est toutes ces discussions qu'on a depuis. Pas répondu. C'est toutes ces discussions qu'on a depuis des semaines. Je ne rentrerai pas dans le fond de la négociation. C'est pas mon rôle de le faire. Il y a la séparation des pouvoirs. Je suis ministre en charge des questions démocratiques. Donc je pourrais vous dire ce que moi je pense. Mais ce que moi je pense, vous voyez, c'est ça le dépassement. Je suis capable d'effacer ce que je pense pour l'intérêt général, dès lors que ça va dans le bon sens et que ça va dans le cadre de l'unité du pays. Par rapport à ce que sont mes convictions à moi en la matière, je pense que je suis capable de bouger sur un certain nombre de points si en face de moi, les autres personnes comprennent qu'il y a des choses qui seraient inacceptables à mes yeux. Et que par contre, je considère que la personne qui est en face de moi et qui pense radicalement différemment de moi sur l'AME par exemple, est capable de considérer comme moi que oui, permettre d'expulser plus tôt et plus efficacement des gens qui ne respectent pas nos valeurs et qui constituent une menace, ça me paraît être la base. Quand le chef de l'État dénonce le cynisme, l'incohérence, le jeu du pire, quand Éric Ciotti lui répond « nous insulter, c'est insulter les Français », est-ce que les conditions sont réunies pour pouvoir parler ensemble ? Est-ce que c'est comme ça qu'on dialogue ? Hier, à votre place, d'ailleurs, Olivier Marleix disait qu'il faut que Gérald Darmanin change de ton. Non mais je pense qu'encore une fois, les messages ont été passés, chacun a passé des messages, et là, maintenant, c'est la commission mixte paritaire. Moi, je ne commente pas les propos du président, et je ne les ai pas entendus d'ailleurs, je le sois dit en passant, que je n'ai pas l'air de réagir là-dessus. Il n'a pas eu ce mot en Conseil des ministres hier, il n'a pas dit le cynisme, l'incohérence, le jeu du pire. Non, les mots sont rarement lapidaires, d'accord ? Par contre, on peut tous constater que ce qui s'est passé avant-hier n'est pas une grande victoire de l'intérêt général, et je crois que ça ne rehausse pas l'image déjà très dégradée que se font les Français de la classe politique en général, et je me mets dedans quand je dis ça. Bon, donc maintenant, est-ce qu'on peut, encore une fois, mettre de côté les bisbilles, le côté politique aérien, et être capable d'avancer sur le fond ? Moi, j'y crois parce que, même si je sais, encore une fois, que l'immigration est totémique, et que c'est, encore une fois, le sujet sur lequel la droite n'a pas envie de donner le sentiment qu'elle pourrait être d'accord avec nous, c'est pas ce qu'on leur demande.
Ce n'est pas ce qu'on leur demande. Et ils peuvent conserver des idées en propre, ils peuvent conserver des projets en propre. Je respecte le pluralisme en politique. Sur la méthode, le ministre de l'Intérieur a fait savoir qu'il allait porter plainte pour diffamation et dénonciation calomnieuse en réaction à des accusations de marchandage sur son projet de loi immigration ou sur des textes précédents. On a entendu ce matin Benjamin Lucas dans le 6-9 de Guillaume Sérin. La députée insoumise Mathilde Panot a dit qu'elle saisissait le procureur parce qu'il aurait été proposé des casernes de gendarmerie ou des postes de police à des députés en échange de leur soutien. Ça existe, ça, le marchandage? On pratique le marchandage au gouvernement? Est-ce qu'on pratique le marchandage? Quelle est la nature de votre question, en fait? Vous me demandez si on fait des choses qui sont légales ou pas légales quand on est... Non, attendez, moi j'ai été ministre en charge pendant la période Covid, peut-être de 15 projets de loi un peu compliqués. Vous voyez, ça s'appelait les états d'urgence sanitaire, où on devait acter des choses dans des conditions difficiles avec des parlementaires d'opposition qui étaient de plus en plus crispés. Je ne sais pas ce que c'est que le marchandage. On peut discuter avec des parlementaires pour leur dire voilà pourquoi est-ce que j'estime qu'il serait bon que vous votiez ce projet de loi pour protéger, parce que c'est nécessaire, etc. Mais on n'est pas dans on n'est pas dans la négo sur la base d'autres critères que celui de la loi qu'on veut faire adopter. Bon, et puis il y a parfois des bonnes nouvelles en matière de négociation, puisque la France salue une victoire du multilatéralisme du côté de la COP. C'est important. Au moins un signe. Oui, mais c'est pareil, la COP28, tout le monde lui tire dessus depuis des jours en disant ça ne sert à rien, c'est un scandale, etc. Puis là, alors ce matin, finalement, première fois que l'ensemble des pays de la planète se mettent d'accord pour dire les énergies fossiles, on en sort et on se donne les moyens d'en sortir. Comme quoi, vous voyez, quand on croit que la situation est perdue, c'est là que des belles choses arrivent. Et une fois que les paroles sont prononcées, il faudra des actes. Là aussi, bonne journée Olivier Véran, merci d'avoir été notre invité. Dans un instant, Elisabeth Martichoux, le temps de l'info. D'abord, la météo dans Noiret.